La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui sera mis en ligne plus vite que son ombre. Bonjour à tous, une petite émission en petit comité, au coin du feu avec la petite peau de bête comme ça étendue devant. Accompagné de mon cher Thio. Bonsoir Thio. Bonsoir. Une émission qui va avoir un challenge car nous enregistrons le vendredi soir. T'as pas dit bonjour à l'ours? Bonjour l'ours, quel ours? La peau qui est étendue devant la oui, cheminée. C'est vrai, la cheminée, oui. Rappelle-toi qu'on est tout nu aussi. Hein. Ah oui, tout nu devant la cheminée sur une peau d'ours. Oh, et Isaac, sort de ce corps. Oh non, mais dit comme ça, c'est horrible. Mais lequel? Je viens d'en apercevoir, et oui. Attends, excuse-moi, j'enlève l'image. Donc oui, nous enregistrons le vendredi soir. Et comme je pars un peu en vacances demain, autant vous dire que je dois faire la mise en ligne dans la nuit pour que vous puissiez l'entendre en ce sacré dimanche. De Saint-Valentin. Ah ouais. Le dimanche des amoureux. Ouais, en plus, c'est vrai, dimanche des amoureux. Oui, c'est pour ça en fait qu'on est déjà sur la peau de bête avec. Enfin bon. Et pour vous parler d'amour, on va parler un peu de crowdfunding pour vous faire dépenser des sous, n'est-ce pas? Si vous avez déjà pas tout dépensé. Un crowdfunding fallacieux, j'ai l'impression, plein de triches et de jokers. Alors, ouais, totalement. Puis nous vous parlerons du voleur d'estampes, de Groom, du corps humain, enfin la BD, voilà, de Golem, de One Punch Man. Du tome 4 de Péché Mignon, celui-là, ça fait un moment qu'on aurait dû en parler. Je sais pas quand il est sorti, mais ouh. Ouais, mais là, c'est fini. Et en express, on parlera de Daredevil tome 3 et d'un petit fanzine qu'on nous a gentiment envoyé. Et ça sera déjà une belle émission, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que ça va être sympa, ouais. Bon, bah alors on attaque le online. Et donc, on va commencer d'abord par un crowdfunding qui s'appelle les coloriage de Cheblot. Alors, et là, déjà, voilà, j'ai claqué mon joker. Ce n'est pas une bande dessinée. Claque ton premier joker. Ouais, mais moi, j'ai un jeu à rallonge. J'en ai plusieurs dans la manche. C'est ça. Donc, les coloriages de Cheblot, en fait, c'est un carnet de dessins à colorier. Un petit peu comme la dessin-thérapie, là, le truc en vogue où tout le monde se met à faire des petits coloriages. Toi aussi, coloris Star Wars. Voilà, coloris Star Wars, fait le coloriage celtique, le coloriage des animaux d'Inde, le coloriage hindou, le coloriage zen, le coloriage... Et donc, Cheblot a décidé, lui, de faire aussi son carnet de coloriage avec des thèmes un peu plus insolites, une usine d'avion pour astronautes, un bal de monstres, un truc peut-être plus enfant, mais ça a l'air d'être voilà, du format A3, donc c'est du gros coloriage. Bourré de tonnes de millions de détails. C'est ça. Si vous regardez les images sur Ulule, c'est un truc de fou. Pour 15 €, vous pouvez avoir le livre de coloriage de 48 pages plus une dédicace. Et si vous avez 2 gamins, vous pouvez m'en acheter 2 pour 20 €. Ça a l'air plutôt sympathique. Ça a l'air plutôt sympathique. Voilà, je pense que pour l'instant, ils en sont qu'à 30%, mais j'espère que... il a demandé 1 500 €. J'espère qu'il va les avoir, parce que c'est vrai que je pense que ça peut être un cadeau sympa pour des enfants de, je dirais, entre 8 et 10, parce que trop petit, ça va faire carnage. Pour les adultes, je pense aussi, maintenant, ce genre de truc. Adultes. Oui, c'est vrai que la dessin-thérapie. La dessin-thérapie. Voilà. Alors, un deuxième... Joker. Je vais faire un jingle Joker. Un jingle Joker, ouais. Alors, celui-là, ça va être dur quand même. De Creaturis Dementia, le bestiaire fantastique de Ben Basso, toujours chez Ulule. Donc Ben Basso que Pied va nous présenter. C'est un illustrateur. Alors, je connais surtout son travail parce que je le suis sur Twitter où il poste souvent sur Instagram aussi ses dessins qui ont un style graphique en noir et blanc basé sur un système de traits, de hachures. C'est difficile à définir. Hein.
des lignes parallèles, des lignes qui se suivent et qui donnent un relief et une expressivité à ses dessins. Il fait beaucoup d'animaux, réels ou imaginaires, et il fait ça dans des carnets depuis des années. Il a décidé de faire, de faire un bouquin, quoi. C'est ça, Et- mais tu fais une excellente chronique, dis-moi. Et la couve, elle déchire. Hein. Bah, la couve déchire, le truc déchire. En fait, j'en ai parlé à Pied le jour où le LUL a commencé. Mhm. Là, il m'a dit, ouais, mais attends, c'est pas une bande dessinée, quoi. Alors, Enfin, je lui ai dit ça, sachant que j'avais déjà mis les sous qui avaient permis au Ulule en question de franchir son premier cap. voilà. Et donc, du coup, il commençait à peine. Et donc là, on est 4-5 jours après, et on en est déjà à 230%. Donc, du coup, ça veut dire que le bouquin qui, au départ, je sais plus, devait faire, je ne sais plus combien de pages, mais on fait 20 désormais de plus. Il y aura un ex-libris avec, et donc pour 20 euros, vous pourrez avoir le livre, le PDF du livre, le fond d'écran, votre nom dans le remerciement du livre. Mais sinon, faites comme moi, mettez 35. Parce que pour 35, vous avez le livre dédicacé. En plus, ça donnera du taf à Ben Basso. Ouais. Voilà. Et 4 cartes postales. Enfin bon. Un marque-page, la même chose que dans le premier. Voilà, les frais de port sont inclus, mais je pense que ça peut être Pour la vraiment- France. Ça peut être, oui, c'est vrai. Ça peut être je pense, déjà quand on voit les dessins, c'est splendide, mais je pense que le bouquin va être vraiment splendide. Oui, parce que là, ils commencent, ils attendent les 300% qui devraient pas tarder, je pense. Là, ils sont à 230, tu vois. Pour mettre un nouveau seuil où il va y avoir vernis sélectif sur la couverture, truc à chaud, là, tu sais, Ouais. les reliefs à chaud. Enfin, ça va être un bouquin magnifique. Marquage. Ouais, ça va être un bouquin magnifique, je sens. Et je ne suis pas mécontent d'avoir investi avant même qu'il ne soit magnifique, tellement ce projet me plaît. Mais bon, c'est vraiment pas de la BD. Voilà. Hein. Alors, nous allons passer au troisième. Et là, nous sommes chez Kickstarter ça s'appelle Black. Alors là, je suis désolé, je me confonds, on excuse. Kwanzaa Osagiefo. Hein Voilà, Kwanzaa. Ouais. Kwanzaa, c'est facile. Kwanzaa Osagiefo. Osagiefo avec Tim Smith, 3, le troisième du nom, et Jamal Eagle and Carrie Randolph. Donc le pitch, après avoir survécu miraculeusement en fait à une fusillade, un jeune homme va commencer à découvrir, on va dire, l'envers du décor de son monde. Voilà. Graphiquement, j'ai trouvé que ça avait... Déjà, la couve m'a séché. J'ai trouvé splendide. Il y a un petit côté joke. Les couvertures de 100 Bullets. Ouais. Et je pense, voilà, ça peut faire un bon truc bien sympa. Ouais, et Alors, bien évidemment, ce sera en anglais. les dessins de storyboard qu'il y a dedans sont vraiment très sympas. Ça a l'air un style graphique bien léché. Cette ligne claire du comics moderne qu'on retrouve beaucoup dans les comics modernes. Non, c'est très 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 joli. Et donc, vous pourrez avoir votre comics pour la modique somme de, si je ne me trompe pas, 25 euros. 25 $, pardon. Plus des frais de sport. Plus des frais de port. Mais visiblement, voilà, c'est quand même 25 euros. Non, normalement, c'est pris dans les frais de port pour les pays. Ah oui, d'accord. Parce que sinon, souvent, il y a des frais de port en plus. Bon, sinon, c'est vrai que quand il y a ce genre de problème avec des frais de port, parce que parfois ils peuvent être très chers, ça vaut peut-être le coup de prendre le PDF seulement. Qui n'est qu'à 10 euros. Voilà. Ensuite, toujours chez Kickstarter, Antis Comics par... J'ai oublié le nom, c'est Hodge, mais je cherche... Tom Hodge. Un gars en fait qui a travaillé donc sur Star Wars et sur les Simpsons et qui a décidé en fait de créer son propre univers de comics. Donc il est parti sur une parution sur Kickstarter au début et ensuite il va sans doute essayer de faire ça plutôt online. Les dessins, je trouve, sont vraiment splendides. On est vraiment dans du comics... du comics, quoi. Je sais pas comment le définir plus, mais dans du bon comics. Moi, j'ai trouvé que c'était très sympa au niveau du dessin. Un trait un peu cartoony qui me fait penser alors là, du coup, je suis désolé pour le parallèle, mais au Marvel, au dessin animé Marvel. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et voilà, je pense que ça peut être très sympa. Il y a en plus une sorte de Midnighter qui me fait penser là. Je sais pas si tu as vu la couve avec Oui, le petit éclair. Oui, j'ai vu. Voilà, très joli. Donc au départ, pour l'instant, il y a juste les épisodes, je crois, de 1 à 3 qui sont en fait à acheter via le Kickstarter. Et si en fait le Kickstarter arrive à monter assez, ils feront d'emblée donc les autres épisodes pour avoir donc un univers complet.
Voilà, j'avoue que ça a l'air un peu trop mainstream pour moi m'intéresser. Ça a l'air joliment fait, mais je sais pas s'il y a pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se démarque d'un autre univers de comics, quoi. C'est ça qui me. Voilà, va falloir qu'ils assurent derrière parce qu'il y a beaucoup de concurrence pour le coup. Ouais, mais ça a la classe quand même. Ça a la classe. Après, ouais, je suis d'accord avec toi, il faudra voir si. C'est un peu le souci. Est-ce que tu as envie de commencer un arc ou un univers, un nouvel univers Pourquoi Ouais. pas? Pourquoi pas, écoute. Ou alors peut-être qu'on attendra que Glénat achète les droits ou que quelqu'un autre gars achète les droits. Et donc, nous arrivons à notre troisième Joker. Et oui, parce que j'ai 2 jeux de 54 en fait. Mais celui-là, c'est parce que ça s'appelle le Pure Fucking Movies par Will Argunas, donc chez Ulule. En fait, c'est un gars qui va faire 96 pages de dessins en noir et blanc sur le cinéma américain. Donc en fait, vous allez avoir un dessin en carte à gratter noir et blanc et à côté une petite fiche descriptive de chaque film. Donc en fait, il résume un film en une image. Voilà. Tout à la carte à gratter. Je trouve que c'est vraiment splendide. Il y a pas mal de dessins qui sont déjà mis sur le site. Le Bon, la Brute et le Truand. Il y a Alien 2, que je reconnais comme ça de vue. Le Pingouin dans Batman Forever. Et Le Silence des Agneaux, par exemple. Mais voilà, faut aimer la carte à gratter. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est vraiment une difficulté, je trouve, suprême, la carte à gratter, parce qu'en fait, il faut penser presque son dessin à l'inverse de ce que tu le ferais. Il faut pas se planter. Et il faut pas se planter, parce que sinon, tu prends ta carte et tu la jettes. Alors du coup, ça nous donne un prix de départ, je crois que c'est à 25 € pour avoir le bouquin. Pour l'instant, il en est à 43%. Il reste encore plus d'un mois pour ce Ulule, mais voilà, je suis confiant. Puis c'est un auteur de BD, donc allez. Voilà. Ah oui, il a déjà fait deux BD qui sont déjà parus aussi chez Ulule, pardon. Alors juste pour vous dire, donc oui, j'ai moins parlé de bande dessinée cette fois-ci, parce que j'ai pas trouvé grand-chose qui me plaisait. Pour vous dire quand même que certaines des bandes dessinées dont on a parlé, en fait, sont financées. Par exemple, chez Sandaway, Jean Trebel est financé, ça y est, il va paraître. LOest aussi. Mais LOest, ça, c'est il y a 2 ans déjà. Sur les bords de la Sierra Madre aussi sera paru. Sanguine va paraître aussi. Voilà. Oui, mais après, de toute façon, certaines des choses qui ont été financées, on n'a pas mis de sous sur tous, mais certains, on va les recevoir, donc Ouais, on en reparlera. On en reparlera voilà, à à la l'occasion. sortie. Et juste pour vous dire qu'il faudra la prochaine fois que vous me fassiez penser à vous mettre des images des 2 premiers crowdfunding dont on avait parlé, qui étaient donc les îles de Darwin imaginaires et Ava et ses monstres que j'ai reçus. Et donc, du coup, je pourrais vous faire, vous mettre quelques petites images sur le site pour que vous voyez aussi à quoi ça ressemble. Ouais, et puis on pourra les lire. Ava et ses monstres, oui. Oui, l'autre, c'est pas le un bestiaire BD. imaginaire, là, du coup, C'était un peut-être Joker déjà. C'était... Ouais, mais franchement, ça déchire. Ok, allez. Bon, allez, continue. Nous parlons du voleur d'estampes de Camille Moulin-Després. Dupré. J'étais presque. Ça va, dis-moi, c'est une émission à la cool. Pour l'instant, tu t'es pas trop foulé, quoi. Ah, ça va, moi j'appuie sur les boutons. Ouais, t'appuies sur les boutons, tu te fais pas trop chier, quand même. Enfin, bon, voilà. Le voleur d'estampes. Donc, c'est une série donc, chez Glénat qui sera en plusieurs tomes. Pardon. Donc, on est dans le Japon de la fin du 19e siècle. On est dans une ville où un voleur, en fait, vole les riches. Mais il vole que les riches. Il ne vole personne d'autre. Et il ne sévit que la nuit. Dans cette ville va revenir un ancien général qui est un peu tombé en disgrâce, donc qui revient dans sa région d'origine, avec sa fille, qu'il va essayer de marier. Et donc, sans trop vous spoiler, le voleur, qui en fait est un miséreux à la base, va croiser la belle. Et ils vont se croiser, leurs regards s'échanger, ils vont s'aimer d'un amour fou. Ils vont ensuite... Oula, je m'égare. Sur une plage ou sur un oreiller. Sur une plage ou sur un oreiller, ils vont faire des choses. Voilà, pour le pitch au départ. Donc on a une sorte de Robin des Bois qui en fait vole les riches, mais ne garde que pour lui, ne redistribue pas aux pauvres. Donc dans cette histoire, on va se retrouver avec des manants, des riches, des pauvres, qui sont en fait dans une
dans la fin d'un, je dirais, enfin, là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais d'une sorte de Japon moyenâgeux qui a encore les règles hiérarchiques anciennes et les croyances aussi avec les Tengu, avec tout ce qui est mythologie, on va dire, japonaise, qui vient se mêler, on va dire, à la vie de tous les jours. Donc c'est une BD en noir et blanc, enfin c'est un manga en noir et blanc. Ouais, c'est une BD quand même. Ça se lit de gauche à droite. Oui. Ça se lit de gauche à droite de toute façon. Donc du coup c'est une BD. Un manga est une BD. C'est vrai, voilà. Donc c'est une bande dessinée donc en noir et blanc ou en niveau de gris. Très simple au niveau du trait. Moi j'ai trouvé que c'était intéressant sur certains points, un peu moins sur d'autres. C'est très élégant, on va dire. Le mot juste c'est ça, c'est très élégant. Maintenant au niveau de l'histoire, moi j'ai trouvé que c'était un peu lent. Au niveau de la narration, c'est pas non plus d'un truc palpitant quoi. C'est apparemment un hommage vraiment aux estampes japonaises. Le problème, c'est qu'on manque de la culture pour l'apprécier pleinement. J'ai vu qu'il y avait apparemment sur différents sites on en parle beaucoup de cette BD sur Internet. Il y a beaucoup de présentations, des inspirations, des influences. Genre, je suis tombé sur un dessin, ils montraient une planche et avec tel bout ça vient de là, tel bout ça vient de là, tel bout ça vient de là. Ouais. Et effectivement, on est dans quelque chose de très archétypal au niveau de l'histoire, mais J'allais te dire, moi, justement, c'est ce qui me manquait, moi, ça m'a pas follement emballé parce que j'ai eu l'impression qu'il me manquait une clé de lecture, quoi. Il me manquait un passage pour comprendre, on va dire, toute l'importance de chaque chose. Voilà. Oui, et cette culture-là, comme je l'avais pas, voilà, si tu me dis que c'est... Ouais, vas-y, fini. Enfin, pour moi, voilà, c'est une BD très érudite sur le sujet, sauf que c'est un sujet... c'est comme si tu faisais C'est très japonais, quoi. une BD sur l'histoire de l'art européen. On connaît un peu mieux, donc parce qu'on a grandi dedans, on maîtrise un peu. Mais c'est vrai que moi, les estampes japonaises, vaguement, je connais, parce que j'en ai entendu parler, quoi. Mais on en connaît. j'ai joué à Okami, mais ça vaut pas. On en connaît, ouais, ça vaut rien déjà, je pense. Mais on en connaît certaines, mais pas toutes. Voilà. Et puis les différentes cultures, les différents courants dans les estampes, je pense qu'à mon avis, on doit être bien loin de tout ça. Alors on retrouve les approximations anatomiques qu'on pouvait trouver dans les estampes d'époque. On retrouve plein d'éléments qui montrent qu'il y a une vraie culture autour de ça. Mais à côté de ça, l'histoire est trop archétypale et trop simpliste. Voilà, c'est le gars, il vole juste des estampes ou des petits objets riches, etc. Mais on n'a même pas l'impression qu'il les vole pour l'argent. C'est juste pour c'est le plaisir compulsif de les garder. Et pour le moment, c'était un peu léger au niveau de l'intrigue. Pour que ça m'intéresse, quoi. Mais graphiquement, je suis d'accord avec toi. Là, le mot juste, je pense que c'était élégant. C'est exactement ça. C'est très élégant. C'est rempli d'une mythologie, on va dire, asiatique et japonaise, plus particulièrement, qu'on commence un petit peu à connaître, mais sans être trop vraiment dedans. Voilà. Qu'est-ce que tu en ferais, toi ? Moi, je la mets en fac d'histoire de l'art. Je pense que c'est vraiment une BD qui aurait sa place parce que si on veut s'intéresser à toute une histoire de l'art qu'on connaît assez peu en fait en Europe, je pense que ça peut être une bonne peut-être première approche pour ensuite aller rechercher tout ce qu'il y a derrière. Mais vraiment je le vois plus comme un objet d'étude, tu vois, que comme un objet. En fait, moi, ce que j'en ferais, c'est que je le considérerais comme un bouquin de référence sur la société japonaise. Donc finalement, on est à peu près d'accord. Hein, on lui donne le même devenir au voleur d'estampes. Groom. Alors Groom, c'est un hors-série de Spirou, donc c'est un méga Spirou hors-série qui a vocation à être régulier. Donc je crois qu'ils veulent en faire 2 par an, c'est l'objectif, et qui pour en gros veut avoir une approche d'actualité, sur l'actualité, via les auteurs de Spirou, donc beaucoup d'auteurs très talentueux qui vont avoir leur regard sur l'actualité. Alors on retrouve un peu ce qui est l'idée de la revue dessinée. Même si là, il vise un public plus jeune globalement, ou un peu plus large, c'est-à-dire jeune et grand public. L'idée est pas mauvaise, c'est plutôt bien fait. Je sais que la revue dessinée a prévu de faire Topo, d'ailleurs, ce qui est en crowdfunding aussi, qui sera une revue dessinée pour les ados. Donc, on n'est pas exactement dans la même approche, je pense. Parce que dans la revue dessinée, on est dans le reportage. Là, on est plus dans l'explication que dans le reportage. Mais ça reste intéressant. Donc ce premier numéro fait un retour sur l'année 2015. Et ce que j'ai trouvé très sympa, en dehors de la grande variété d'auteurs,
Et puis des auteurs tous, moi j'adore quoi, tous. T'as du Cruchaudet, t'as du Depince, Du Boulet. t'as Boulet, Coé, je crois qu'il y a Clark, Le Croard, t'as zut, comment il s'appelle ils sont tellement nombreux que c'est dur de tous les citer. Donc vraiment une fusion d'auteurs talentueux que j'adore. Il y a Munumera aussi qui fait des dinosaures. Bref. Et surtout, un point de vue qui est intéressant parce que ça traite de l'actualité de 2015 et ça traite beaucoup d'actualités à côté desquelles on a pu passer parce que c'est très international dans les sujets. Et moi, il y a pas mal de trucs où j'ai fait « Ah ouais, il s'est passé ça là. Alors, je dirais pas tant que ça, parce qu'en fait, tous les sujets dessinés, si tu suis un peu l'info, quand même, tu les as vus, même aux infos françaises, aux infos de 20h. Plus, on va dire, oui, les petites infos que tu as en plus à des moments qui sont juste des petits articles qui sont à peine. Qui ont juste une petite image pour les illustrer. Ceux-là, oui, tu peux tomber. Moi, je suis tombé sur des infos que je connaissais pas. Mais sinon, c'est quand même assez mainstream, quoi. Tu restes sur les grandes infos, les grandes choses qui se sont passées en 2015. Moi, je trouve. Après, voilà, c'est. Mais je trouve que c'est un bon résumé. Moi, c'est ça que Ben, j'aime bien. C'est à ce côté-là, un peu, tu vois. Mais moi, ça m'a beaucoup surpris, parce que du coup, quand tu me l'as filé, voilà, tu m'as dit Groom. Bon, je me suis dit, ok, c'est un truc de Spirou. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, et j'ai été très surpris, en fait, de les voir faire, en fait, de la bande dessinée sur les actus, quoi. Alors, il avait déjà fait, entre guillemets, dans le magazine, en faisant quelques numéros spéciaux, quand l'actualité s'y prêtait. Donc, il y a déjà eu des numéros Charlie, forcément. Mais ils avaient fait un numéro sur la Belgique qui n'avait pas de dirigeant à une époque. Ils s'étaient beaucoup amusés de ça, vu qu'ils sont à moitié en Belgique, quand même, Spirou. Et ils s'étaient amusés à traiter quelques sujets d'actualité dans des numéros un peu spéciaux, donc en plus des programmes classiques. Et je trouve ça pas mal d'avoir cette approche-là. Et puis ça permet de retrouver des auteurs dans des registres auxquels on n'a pas forcément l'habitude, sur une ou deux planches parfois seulement, mais et on voit qu'ils se font plaisir aussi graphiquement, et puis il y a un certain engagement dans le propos. Tout à fait. Ça, par contre, oui, ils sont quand même orientés à des moments. Ils choisissent leur camp. Voilà. Tout en posant des questions aux personnes qui sont de leur camp et qui vont bien répondre aussi. Parce qu'il y a un petit côté textuel derrière. Mais je trouve que c'est un bon résumé de l'année. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé parce que tu te dis ah ouais merde, c'est vrai que cette année il s'est passé tout ça. Alors, il faudra voir ce que donneront les autres numéros parce que si c'est tous les 6 mois, ils vont pas pouvoir faire tous les 6 mois un résumé de l'année, ça va faire bizarre. Tu peux faire un résumé des 6 mois. Mais en tout cas, voilà, même si tu dis qu'il y a des trucs d'actualité dont j'ai entendu parler, c'était pas franco-centré. Ah non, c'est clairement c'est Vraiment international. pas du tout, et c'est assez intéressant à ce niveau-là. Tout à fait. T'en ferais quoi? Alors moi, j'ai dit que je le mettrais en fait dans la pile des lectures de toilettes. Ça n'a rien de péjoratif parce que tu connais l'importance des toilettes pour moi. Voilà. Ok, bah moi je connais avec un côté, tu sais, une sorte de rayon mémoire du monde. C'est ces bouquins que tu peux mettre en te disant, bah tiens, si un jour je me souviens de ce qui s'est passé en 2015, bah j'ai ça, tu sais, avec les chroniques. Les collections chroniques, je sais pas si tu connais. Pas un brin. Bon, ça va, c'est un truc chronique d'une année, où c'est des résumés de toute l'actualité d'une année. Moi je connaissais les chroniques de la Lune Noire, mais après... Eh bien, je te remercie. Eh bien, justement, on parlait de chroniques, on parlait de choses importantes. Eh bien, moi, je vais te parler du corps humain en bande dessinée. Il y a comme un os de chez Bambou, expliqué par Michel, The Boss Simes. Oui, avec moins de blagues de cul que dans ses émissions. Il pouvait pas. Il ne pouvait absolument pas en faire autant parce que le sujet ne s'y prête pas. Ah, mais le corps humain, si, quand même. Oui, mais la cible. Oui, la cible. La cible n'est clairement pas, on va dire... officiellement intéressé par le cul. Voilà, on va dire ça. Donc, il y a comme un os. Qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est Michel Simes qui joue son rôle de docteur avec une secrétaire suédoise, si mes souvenirs sont exacts. Birgit. Voilà, une secrétaire suédoise qui, en fait, parle très mal français, ne comprend pas tout ce qu'on lui dit et donc, du coup, il essaye de lui expliquer le corps humain au fur et à mesure de ces différents rendez-vous, des différentes personnes qui viennent. Et, c'est une... Alors,
on part, on va dire, d'une idée, Brigitte n'a pas compris un truc, donc Michel Simès va lui expliquer exactement comment fonctionne le corps humain sur cette partie-là, sur le coccyx, sur les os. Avec un côté assez imagé, assez rigolo, une mise en Assez scène imagé, sympa. avec une bonne pédagogie, parce qu'après on a les bonus du docteur Simès, où on a une explication qui est quand même scientifique, qui est quand même illustrée, certes, un petit peu à la Il était une fois la vie, mais très sympa. Voilà. Faut savoir que c'est un spin-off d'une autre série avec Michel Simès qui se voulait plus humoristique pour le coup, l'autre série. Et bah, clairement, c'est bien foutu, c'est plutôt intéressant. Je suis pas du tout la cible. Voilà, on parlait de cible tout à l'heure. Mais j'aurais adoré ça quand j'étais ado. Je pense que j'aurais adoré ça quand j'étais ado. Si t'es curieux, oui. Voilà. Si j'étais curieux. Si t'es un ado curieux, je pense que c'est intéressant. Si t'es un ado plante verte, je pense qu'à mon avis, la rigueur, tu peux lui caler sous les fesses pour il se radasse un peu moins sur le canapé, mais pas plus. Voilà. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt cool, un peu voilà, c'est efficace, c'est pas mal dessiné, c'est dans le genre bien. Et puis voilà, il y a un côté vraiment amener la culture par l'humour en fait. Euh, je pense que ça peut marcher et je trouve très intéressant que ce genre de BD là ait droit à Michel Simès comme l'image dessus en gros. Bah, donc, si je pense s'il n'y a pas Michel Simès, c'est dur de le vendre. Oui, Clairement. mais je pense que justement, et c'est bien parce que ça va permettre que ça se vende et que ça touche du monde parce que ça le mérite. Bon, après, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi. Tu en ferais quoi? Oh, moi, je le jette dans une classe. Alors moi, je pensais le mettre en fait le glisser dans les salles d'attente des docteurs. Comme ça, du coup, tu vois, les gens arrêteraient peut-être d'être allés sur Doctissimo pour savoir si leur bouton est un bouton cancéreux qui va les tuer dans les 3 jours, ou en fait si c'est juste en fait un poil sous peau. C'est une bonne idée, ça, les salles d'attente. Ouais, mais parce que je suis sûr que si les gens lisaient tous des bouquins comme ça, du coup, ils iraient moins chez le doc. Ouais. Ouais. C'est pas faux. Golem. Ah, enfin un peu de changement au niveau du format chez Glénat Comics. Ça faisait tellement longtemps qu'ils s'étaient un peu sclérosés dans ce format unique, où on pouvait avoir toute une belle collection bien droite et alignée. Et là, enfin, ils nous sortent un nouveau truc en format... Je ne saurais pas dire. C'est plus petit que du comics, c'est plus grand que du manga, c'est un peu plus large que... Enfin bon, en couverture souple, avec une jaquette qui en fait est la couverture. Parce que dessous, il n'y a rien, mais qui ne couvre pas entièrement le livre. Donc, ça en fait un objet intéressant et très joli, là, pour le coup. Je suis cynique, j'en ris beaucoup. Mais voilà. Ouais, même si t'en chies quand même beaucoup pour les ranger aussi. Faut avouer que la Glénat est quand même pas copain de nos bibliothèques. C'est vrai, voilà. Quoi qu'il en soit, Golem est une bande dessinée de LRNZ, Lorenzo, je sais plus comment, donc, un Italien qui nous raconte l'histoire d'un monde futuriste dans lequel... tout est un peu automatisé, on se fait plus à bouffer parce que c'est dangereux de se faire bouffer, on pourrait faire des erreurs. En fait, tout passe par des corporations, une puce qu'on a sur nous qui nous aide à nous guider dans la vie, à tout faire bien. Et bien entendu, dans ce monde-là, il y a un groupe terroriste qui tente de changer les choses. Et on a un jeune enfant qui se retrouve, enfin Steno, qui se retrouve pris au milieu de cette affaire-là. Parce qu'il flash sur une jeune fille qui croise et qui est la fille d'un des dirigeants. Du Premier ministre. Voilà, du Premier ministre. Et il se retrouve pris dans un attentat terroriste. Alors, c'est un attentat terroriste non violent, ils sont assez spéciaux. Des terroristes avec des appareils géniaux qui s'appellent les Foresight, qui font des analyses de l'environnement pour essayer de deviner ce qui va se passer, des prédictions sur ce qui va se passer et avoir un petit temps d'avance sur l'action, et donc qui leur permet d'être très réactifs et d'éviter d'user la violence. Je trouvais l'idée géniale. Oui, ça j'ai trouvé que c'était le truc sympa, très sympa. Voilà. Graphiquement, c'est assez varié. Et alors là, voilà. Bon, je crois que je suis obligé de partir tout de suite dans la critique pour en parler. Donc c'est une histoire très sympa qui va puiser énormément d'influence dans la bande dessinée japonaise. Bon, c'est chez Glénat Comics, allez savoir pourquoi. C'est fait par un Italien, donc ça aurait pu aussi être chez Glénat normal, mais c'est pas grave. C'est bourré d'influence. Mais alors, j'ai pensé à du Akira,
J'ai pensé à du Masamune Shirow sur le côté scientifique où il t'explique un peu tout, les techniques, les trucs scientifiques qui sont bien expliqués. Tu retrouves un peu ça dans du Ghost in the Shell, tu vois. J'allais dire, voilà, moi c'était Ah, Ghost in- moi, oui, c'est Masamune Shirow. Oui, mais ça, j'avais pas le nom. Moi, j'avais comme référence, je me suis dit, en le lisant, il y a du Akira, il y a du Ghost in the Shell. Mais un univers original et qui tient vachement la route. Tout à fait. Graphiquement, on retrouve ces influences-là, mais aussi des influences américaines. C'est-à-dire qu'on va avoir un trait assez fin, très dynamique, avec des grandes cases où il se passe beaucoup d'action. Donc on est en couleur, hein, par contre, je le dis. Des couleurs numériques qui vont beaucoup jouer sur des ambiances dans certaines teintes en fonction des scènes. Et de temps en temps, il y a des scènes de rêve où c'est de la peinture numérique, je pense, qui m'a fait penser à du Kent Williams. Et si vous connaissez Kent Williams, c'est super beau. C'est un côté un peu décharné, un petit peu très très charnel, voilà, dans le dessin, mais vraiment très très joli. Et ces séquences-là sont magnifiques dedans. Et en plus de ça, ils s'amusent à montrer les visions qu'ils ont par l'informatique, où on voit que le gars il maîtrise un peu la 3D parce qu'il nous fait des jolies représentations 3D. Enfin, très efficace. C'est graphiquement efficace. L'histoire est très intéressante parce que l'univers est très intéressant. Maintenant, il y a beaucoup, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit à la fin, de références, machin chose complexes à des tonnes de trucs. Et oui. Ça pique Kent Williams. Ah non, c'est trop beau, Kent Williams. Cherche Tell Me Dark. Je serais pas fan de tout quand même. Et donc, le truc, c'est que, voilà, bon, tu lis l'histoire, tu passes un bon moment, et puis après, tu comprends qu'il y a plein de références. Les personnages, ils ont tous des noms qui je pense, sont des références à la mythologie grecque, parce qu'ils ont tous des noms qui sortent un peu grecs. Hein. Je pense qu'il y a des sens cachés dans tous les sens. Il y a des clins d'œil. Tu as vu Ami? Est-ce que tu as vu Ami? Non. Tu as les corporations qui sont présentées par des gens avec des masques. Il y en a un, il a un masque blanc avec un dessin d'œil dessus. Ça m'a même pas choqué. Disons. Ouais, c'est 20th Century Boy, tu vois, donc là c'est une référence flagrante. Enfin bon, il y a ces références-là, et puis il y a aussi, je pense, il y a beaucoup de profondeur et beaucoup de réflexion derrière, mais alors je suis passé, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais je me suis laissé prendre par l'histoire. J'ai passé un très bon moment, mais la fin est un petit peu facile. T'auras envie d'aller un peu plus loin dans cet univers, dans ce monde, et avoir une résolution qui soit pas si facile que ça. Ben, moi, la fin m'a fait penser, là je vais peut-être faire hurler des gens, mais à la fin du film Akira. Ouais, mais la fin du film Akira qui a continué pendant 8 tomes derrière en BD. C'est ça, du coup tu arrives à la fin du film Akira où tu te dis mais je crois que c'était le premier animé japonais que j'ai vu, je me dis mais j'ai dû rater un truc, j'ai pas compris. Et finalement en lisant Akira ensuite, tu fais ah ouais mais en fait ça avait absolument rien à voir quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. La fin m'a un peu déçu parce que tout le reste au niveau du dessin, au niveau de la dynamique de narration, au niveau de l'histoire et des rebondissements qu'il va mettre dedans, c'est fluide, tout passe vraiment nickel. Et pourtant, il y a du charabia un peu technique de temps en temps, mais qui arrive à se laisser oublier, alors que quand tu lis du Shiro, parfois, t'as envie de t'arracher le crâne. Hein. Mais là, même quand, sans spoiler quoi, le secret, on va dire, de l'histoire, est en filigrane, est amené vraiment par des petites touches tout le long du bouquin, mais ça passe très bien, t'as pas besoin d'en savoir plus, et quand tu as le dévoilement à la fin, ça passe. Ça passe très bien. Mais c'est vrai que moi, la fin de l'histoire, ça m'a un peu... what the fuck, quoi. Ouais, je pense que c'est une œuvre sur laquelle il faut revenir plusieurs fois, etc. Donc, il y a un côté divertissant, réussi sans être exceptionnel, j'ai envie de dire, et qui, je pense, si tu creuses, si tu analyses, si tu vas au fond des choses, tu peux apprendre beaucoup de choses, en fait. Je pense que c'est plus grand que ce que ça en a l'air. C'est plus grand à l'intérieur, comme dirait un docteur. Je la note, celle-là, c'est plus grand à l'intérieur. Voilà. Mais t'as pas commencé Doctor Who, toi? Ouais, mais j'ai commencé Doctor Who. Voilà, bah tu vas l'entendre beaucoup, cette phrase. C'est plus grand à l'intérieur. Mais c'est pas que Doctor Who, c'est le docteur, en fait. Oui. Ouais, j'ai commencé. Et oui, c'est vrai que le TARDIS est vachement plus grand à l'intérieur. Voilà. Donc, Golem, tu en ferais quoi? Je le rangerais à côté d'Akira, parce que je trouve que ça fait c'est une inspiration, c'est inspiré d'Akira, mais en même temps, je trouve que c'est un bon pendant européen à Akira. Bah moi, je le mettrais dans mon rayon World de BD. La World BD. La World BD, c'est cette BD qui va chercher des influences dans le monde entier pour avoir une identité propre,
qui se contentent pas de dire je fais du comics, je fais du manga. Et là même, on voit le placement bâtard de cette BD dans la collection chez Glénat. On sent qu'il y a un directeur de collection chez Glénat Comics qui a fait waouh, c'est trop bien, il nous le faut. Sauf que c'était italien et que c'était inspiré de manga. Ouais, mais on le prend parce que c'est en couleur et que les lecteurs de manga, enfin bon, on sent que c'est le truc. Ils savaient pas trop où le foutre quoi, au niveau des collections, parce que c'est de la BD européenne qui s'inspire. Alors oui, il y a aussi des inspirations américaines, mais quand même beaucoup plus japonaises. Ouais, mais enfin, le format bizarre et souple, moi je trouve ça c'est quand même bien. C'est un très bel objet. Hein. Ça passe très bien et c'est un très bel objet, exactement. Parce que là, même si c'est souple, voilà, c'est ça que je voulais dire. Même si c'est souple, c'est un très bel objet. On va passer au Japon. La série événement. One Punch Man. Œuvre originale One, manga de Yusuke Murata chez Kurokawa. Waouh, je trouve pas. Ouais, non, mais ça, c'est des trucs. On commence à lire des mangas, vous vous rendez compte? Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué. Et puis des mangas qu'on. Alors, on va dire merci Glénat, parce que étonnamment, c'est comme on reçoit les services de presse de Glénat, on reçoit pas mal de mangas, vous avez remarqué, hein, de chez Glénat. D'ailleurs, dites-nous hein, si vous avez l'impression qu'on lit un peu trop de Glénat, parce que c'est peut-être le cas. Bah oui, on ne les paye pas, donc c'est peut-être un peu plus facile pour nous. Oui, mais on s'est mis à acheter du coup du manga qui n'est pas chez Glénat. Voilà. Ça va éveiller notre curiosité vers le reste. Voilà, aujourd'hui on vous parle de One Punch Man, l'homme qui abat tous les plus gros balèzes du monde avec un seul coup de poing, quoi. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est un killer. C'est un killer. Et ben, comment commence cette histoire? On se retrouve avec notre héros, une sorte de... Alors, je vais dire une sorte de Krillin. Physiquement. Non, mais en grand. Physiquement, c'est Krillin, un peu plus grand, et qui du coup défonce tout le monde en un seul coup de poing. Bon, parce que je vous rappelle que Krillin, quand même, de toute façon, à chaque fois que... dans chaque saison, il crève. Krillin est mort combien de fois dans Dragon Ball? C'est vrai. Beaucoup. Donc voilà, Krillin, qui s'appelle... Saitama. Voilà, qui est donc le One Punch Man qui abat donc les plus grands méchants, les plus grands vilains en un seul coup de poing. On va donc suivre son histoire. Il est déjà le One Punch Man et on va faire une sorte de retour en arrière sur qu'est-ce qui l'a amené à être le One Punch Man. Comment est-ce qu'on devient le mec qui est tellement fort qu'en un coup de poing, il éclate tout le monde? Mais tout le monde. Même des plus gros balèzes, les mecs qui ont des super pouvoirs. En fait, il a le coup de poing qui déchire, mais il est quand même super fort du reste. Voilà. Et donc voilà, on part de là, et ensuite ça part en quenotte, sucette. Il y a quelqu'un qui le rencontre, qui veut devenir son apprenti pour devenir super fort aussi. Mais qui est son apprenti, limite, voilà, il est à genoux devant lui. On se retrouve... Sauf que Saitama, il en a rien à foutre du monde. C'est ça, parce qu'en fait, il se fait chier. Bah oui, il est devenu tellement fort qu'il n'y a plus aucun challenge. Il s'emmerde. Ses combats, c'est trop facile. Et on est sur un contre-pied total du manga qui nous fait des combats qui durent 4 tomes. Là, il dure 4 cases. Et ouais. Et donc, c'est tout ce qu'il y a autour qui est intéressant. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Même si, dans ce tome 1, pour le moment, c'est un peu léger quand même. Il défonce un vilain. Puis il réfléchit quand même qu'il se fait un peu chier dans sa vie, il en défonce un deuxième juste après au petit déjeuner, et là en fait il rencontre le gars qui veut devenir son apprenti, qui va ensuite le supplier à genoux, lui cirer les pompes en lui disant mais apprends-moi, je veux être aussi fort que toi. Parce qu'on est dans un univers où il y a des invasions extraterrestres toutes les 2 minutes. Hein. Et personne s'en étonne, mais surtout en plus les villes sont vides. Hein. Oui. Parce que tu croises pas un habitant. Les villes elles ont 2 numéros, je crois qu'il est dans la ville Z, je pense qu'ils doivent les reconstruire les unes sur les autres. Alors, moi j'appelle ça des lettres, mais que des numéros. Ouais, enfin numéro Z quoi. Ouais, numéro Z. Mais toi t'as des lettres. Ok, ouais. Tu vas suivre ou pas? Tu vas continuer? Je pense que je vais continuer par curiosité, parce que vu le phénomène que ça a déjà été adapté en anime, je crois qu'il y a déjà une série dérivée. Faut savoir qu'à la base, c'était un fanzine que faisait One, le gars qui signe One. Il mettait ça sur Internet pour rigoler, et ça a tellement cartonné qu'on lui a proposé de lui refiler un vrai dessinateur. Donc c'est un dessinateur connu, hein, c'est lui qui fait A-Shield 21, donc série de football américain. Que je n'ai toujours pas vu, oui, dont il faudra qu'un jour je fasse une chronique. Ouais, je sais. Parce qu'on a quand même un footballeur américain dans l'équipe et il ne lit pas la BD sur le sujet. Ouais, mais en fait, je pense que je vais essayer de gratter mes genoux là, du club qui, eux, ont certainement dû le voir en anime ou le lire.
et de me faire une sorte de condensé. Regarde si c'est pas sur Netflix à tout hasard. C'est possible. Je pense pas. Bon. On regardera. Voilà, donc graphiquement c'est très efficace, c'est bien foutu, même s'il y a ce côté chara-design hyper simpliste du héros principal. C'est un rond avec deux points pour les yeux, enfin, mais qui marche bien, qui est un côté un peu naïf sur ce trait. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, il est balèze, il éclate les gars dans un truc, mais je vais me faire chier, quoi. Et petit à petit, ça devient un peu plus intéressant quand on avance, mais maintenant, bah, je vais mais finalement, mais parce que les moments intéressants, c'est pas quand il se bat, comme tu disais, c'est les moments où il est seul chez lui en train de se faire à bouffer. Où il y a une introspection, où tu fais un petit flashback, c'est à ce moment-là que c'est intéressant, parce que sinon, pour le reste... Voilà. Qu'est-ce que tu en ferais, toi ? Moi, je vais le mettre en attente. Je vais me créer une case de rangement en attente. Je vais voir la suite, et puis si c'est très très bien, je vais continuer, parce que je me dis que j'ai peut-être l'occasion de suivre une série de 54 tomes du début, ce que j'ai raté avec du Naruto ou du One Piece, qui paraît qu'ils sont sympas, mais j'ai pas trop envie de me lancer dedans maintenant. Et donc, je verrai ce que ça donne, quoi. Et puis, si ça me plaît pas, je trouverai sûrement quelqu'un qui sera intéressé. Ouais. Moi, je l'aurais rangé. Alors, si j'avais piqué à la personne avec qui j'ai lu cette série énorme au moment où elle était faite, Noritaka, le roi de la baston, j'aurais rangé ça entre Noritaka et Logan Box que je n'ai pas dans mes étagères. D'accord. En fait, voilà, j'aurais rangé ça en fait dans une étagère fictive que je n'ai pas encore. C'est bien. On est là pour faire rêver les gens. Ah ouais. Le tome 4 de Péché Mignon. Alors, Péché Mignon, une série qui, je crois, c'est une sorte de fil rouge depuis le début de l'émission. Non, pas vraiment, parce qu'en fait... Je sais pas dans quel on a parlé de la première fois de Péché Mignon. Alors, on en a parlé quand on a on a fait une conférence avec Arthur de Pince. Oui. On a parlé donc du coup de sa vie, son œuvre, et on a parlé donc de Péché Mignon, qu'on n'avait toujours pas acheté, qu'on avait tous les deux feuilleté, lu, qu'on connaissait, mais qu'on n'avait jamais acheté. Et ensuite, j'ai acheté le premier tome de Péché Mignon quand ils ont fait la réédition en coffret collector avec le truc en latex vinyle. Oui, en sky vinyle, ouais. En sky vinyle latex à fermeture éclair devant. Mais toi, t'as pas acheté celle-là d'édition. Ben non, parce qu'en fait, et c'est là où ils sont un peu, je trouve bête, c'est que si tu les achetais au détail, c'était moins cher que d'acheter l'édition collector. Oui, et l'édition collector ne pouvait intéresser... Moi, si, pour faire un cadeau, tu vas me dire. Mais ou bien alors... Ouais, mais même, du coup, l'édition collector, je crois qu'il n'y avait que 3 tomes et pas 4. Enfin bon... Voilà. Donc, Péché Mignon, de quoi que ça nous parle ? Bon, à la base, c'est une série, qui aurait pu très bien passer en express, mais qui a un cas particulier. C'est une série de gags, en une planche ou une demi-planche, qui parle de cul, de relations entre hommes et femmes. Au début, écrite exclusivement par Arthur de Pince, mais qui rapidement a su s'entourer de femmes pour aussi donner le point de vue féminin sur ces histoires de cul et donner un petit peu plus de profondeur, j'ai envie de dire. C'est dur de pas dire, de pas avoir de second sens. Non, tu c'est pas volontaire. Continue, laisse couler. Voilà. Ça va passer. Voilà. Donc d'avoir un peu plus de profondeur sur le sujet, de pas avoir juste notre point de vue masculin, macho de primate. Voilà. Et là, on a un tome très particulier parce qu'il reprend les deux personnages principaux qui reviennent régulièrement. Donc c'est Arthur et Clara, qui sont des gens avec une vie dissolue sexuellement. Oui, on va dire, voilà ça. C'est ça. C'est ça. Clara couche à peu près avec tous les hommes, mais juste pour le plaisir. Et en fait, elle en a tout un stock en réserve. C'est une sorte de catalogue, qu'on va dire, qui traîne dans son téléphone. Et ça existe aussi chez les hommes, ça. Et Arthur, en fait, est le mec qui, pareil. Sauf que lui, c'est quand même un peu moins la collection. Il a un côté un peu plus loser. C'est-à-dire qu'en fait, il a eu plein de plans cul, mais très peu ont bien fini. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bien résumé. Voilà. Tandis que elle s'en fout, elle est là pour se faire plaisir, et c'est très bien comme ça. Et donc là, le début du tome, on se retrouve avec Arthur et Clara qui se réveillent, tous les deux, dans le même lit. Et là, ils comprennent pas parce que c'est pas normal. Enfin, ça leur est arrivé, mais là, c'était pas le moment où c'est arrivé, parce que il y a toute une histoire derrière de Paris. Et on va suivre cette histoire de Paris, car même si ce sont, entre guillemets, des gags en une planche, vu qu'il y a toujours un titre au-dessus de chaque planche, etc., nous avons un gros fil rouge. Les deux sont invités à un mariage, et dont la fille que Arthur voulait se taper, et un ex de Clara, une histoire... Voilà, ils sont invités à un mariage et ils se donnent le défi de ne coucher avec personne jusqu'à la fin du mariage, l'un comme l'autre. Et ils commencent à essayer de se faire des couvaches pour
forcer l'autre à perdre le pari. Bah, soit à coucher, et sinon, ensuite, à le faire coucher avec la pire personne possible. En faisant courir les pires rumeurs, en faisant venir les copains, les copines super chauds, en droguant ses amis. Oui, c'est drôle. Très drôle. Il y a un côté du dessin très naïf, très rond d'Arthur de Pince là-dessus. D'Arthur de Pince, c'est que pour l'autre série. Donc il y a un dessin très rond, très mignon, très dynamique, des couleurs très sympas. C'est fun. Alors après, c'est pas le truc qui va révolutionner la bande dessinée par sa narration, hein. Mais on passe un bon moment à le lire. Voilà. Moi, j'ai passé un bon moment et j'ai bien rigolé. Yes. Yes, tu confirmes. Ouais, T'en non, ferais quoi c'est- alors? Moi, je vous conseillerais la collection, c'est à offrir à sa femme. Offrez-la à votre femme. Moi, j'aurais dit c'est un cadeau pour un vieux célibataire ou pour un enterrement de vie de garçon. Alors, non, parce que sur les tomes de 1 à 3, du coup, tu peux avoir des discussions avec ta femme où tu te dis, ah, mais en fait, ouais, vous faites vraiment ça. Ah, Voilà, tu vois, ça te permet en fait d'ouvrir ton champ de communication. chakra. Ouais, ok. Bon, bah, tes chakras sont ouverts, on continue. on continue. Daredevil, collection Marvel Now, le tome 3. Marvel Et- Now. Now. No limit. Et on retrouve Monsieur Happy en personne, le mec trop joyeux, le mec a une vie, quoi. Maintenant, il est à San Francisco. Matt Murdock. Matt Murdock, alias Daredevil, quoi. Tout le monde le sait maintenant, c'est révélé. Il, voilà, il fait des photos, il fait des selfies, il signe des autographes. Il est trop heureux. Donc Daredevil qui se retrouve toujours à San Francisco avec sa nouvelle copine Kirsten. Ouais, Kirsten je sais McDuffie, c'est ça. Oui. Et Foggy qui fait croire qu'il est mort, mais en fait il n'est pas mort, qui suit son traitement pour le cancer. Bon, tout se passe Il bien. prépare l'écriture de sa biographie. Et oui, parce qu'en fait, Matt Murdock a un petit souci, c'est que maintenant tout le monde sait qu'il est Daredevil. Et il faut bien qu'il fasse rentrer de la thune. Et puis, Comme son beau-père est éditeur. et puis comme le traitement de Foggy coûte cher, quand le père de Kirsten McDuffie, donc sa copine, lui propose de faire sa biographie pour 8 millions de dollars, forcément, il l'a fait, quoi. Bon, là, on découvre que Dédé, il a pas trop envie de dire la vérité, que quand la première fois qu'il a rencontré Hawkeye, et qu'il s'est bien fait sévèrement tataner la bouche, mais ok, il avance sur sa biographie, il est content, tout va bien. Il commence un peu à en faire des tonnes quand même. Il commence à en faire des tonnes, voire même des À se la semi-remorques. péter, quoi. Le gars qui arrive, discussion avec son beau-père. Ouais, mais maintenant, pourquoi tu portes un masque? Je sais pas, c'était pour ma sécurité, pour mon identité secrète. Mais t'as plus d'identité secrète. Ah j'ai plus d'identité secrète. Alors maintenant, mon costume, c'est un costume rouge avec une belle boucle de ceinture Dédé. Voilà, il porte même plus de lunettes. Enfin bon, c'est le mec, c'est Daredevil, quoi. Tout le temps. Tout le temps. Il est Alors, toujours heureux. Parce que toujours ça, heureux. hein. Bien que je signale qu'il y a le passage, avant même que je le lise, tu m'en avais parlé, je t'avais dit, ouais, mais là, on va avoir le rappel, c'est là. Le gong qui va retentir et qui va dire, Dédé, rappelle-toi, quand tu es heureux, plus tu tombes de haut, Dédé. Et là, C'est que Foggy, Marquand, là- c'est Foggy qui lui fait attention, là t'es heureux, t'es super content, t'es happy et tout, mais tu vas tomber d'encore plus haut que d'habitude. Et Mark Waid est en train de le rendre heureux comme je l'ai rarement vu, ce Matt Murdock. Et donc on va le suivre sur une aventure où un de ses anciens clients, qui est un ancien cascadeur qu'il avait déjà défendu, se retrouve avec un problème de plagiat. On a repris son nom, il y a un nouveau cascadeur dans la place. Tu sais qu'en fait, on était censé faire un express. Ouais, mais c'est un pas express, mais c'est important. grave. Et C'est un donc, express long, voilà. c'est un express long parce que du coup, on va avoir, en plus de ça, on va avoir un nouvel ennemi qui va revenir. C'est le hibou. Avec la fille du hibou qui cherche son père parce qu'en fait, il a disparu. Et là, Matt Murdock se dit, merde, je vais chercher un de mes ennemis quand même. Bon, voilà. Le hibou, des choses qui étaient déjà aussi dans le premier tome. C'est bien. Maintenant, ouais. Est-ce que ça ne devient pas un peu prévisible qu'on fait la courbe quand même La chute va. Voilà, on monte, tout va bien, et hop, on rechute. On remonte, tout va bien, et hop, on rechute. La question, c'est quand est-ce, parce que je sais que Mark Waid va quitter la série, à quel moment de la courbe va-t-il la quitter?
qu'est-ce qu'il va laisser dans les pattes de son successeur. Bah, je pense qu'il risque d'être bien embêté, celui qui vient après, quand même. Voilà. Wow. Moins Ou que pas. celui qui est arrivé après Brubaker. Hein. C'est pas faux. Bref, toujours à suivre, tu penses? Oui, mais c'est Dédé, toi tu es fan, donc tu Oui, moi, je suivras suivrai quoi toujours. qu'il arrive. Mais ça reste assez intéressant. Un fanzine qu'un des auteurs nous a envoyé, ça s'appelle Les Trois, en un seul mot, Les Trois Mousquetaires. C'est un fanzine format A5, vraiment fait avec les moyens du bord, un fanzine à l'ancienne, j'ai envie de dire. J'en parle en express parce que c'est difficile de traiter ce genre de trucs qui sont faits pour le plaisir de faire de la BD, à côté de trucs super édités derrière. En gros, les deux co-créateurs invitent un troisième membre pour dessiner des histoires, etc., faire une petite interview, dans un côté humoristique très psychopathe. C'est beaucoup pensé à l'humour de psychopathe. D'ailleurs, le dessinateur invité, nous on a eu le numéro, il nous a envoyé le numéro 3, je crois, numéro 2. Donc lui a bossé dans le psychopathe. Très varié au niveau du dessin et de l'humour. Je trouvais ça rigolo, je trouvais ça sympa. C'est intéressant de voir les fanzines. Vous pouvez vous le faire envoyer pour pas cher, je sais plus combien c'est, 1 euro. Voilà, enfin ça va être 2 euros avec les frais de port. En écrivant à Joe Lamouche, je mettrai l'adresse sur le site. Voilà. Plutôt cool. Bah, plutôt cool. Pour ceux qui ont déjà suivi le One Eye Club, vous savez que je suis vraiment pas fan de fanzine, mais pour une fois, j'ai bien apprécié. Et j'ai trouvé des choses très sympas dedans qui m'ont quand même fait un petit peu rire. Voilà. Non, c'est un bon petit fanzine et vraiment pour pas cher, quoi. Oui, voilà, ça vaut le coup. Bon, après, pour pas cher, vu la qualité de l'édition, c'est logique aussi. Hein. On est dans du vrai fanzine à l'ancienne, c'est-à-dire on n'est pas sur du truc du genre du Chococride avec le fanzine dos carré couleur papier glacé. Ah oui, non, là c'est voilà. c'est C'est de la photocope. C'est la photocopieuse qui a fait le travail. C'est la bonne photocope, par contre. Hein. Voilà. Je le dis, c'est de la bonne photocope. Ça passe bien. Monsieur est un spécialiste. Ouais. Je m'y connais en photocopieuse. Et voilà. Je crois qu'on a fini l'émission, c'est ça? Ben, il me semble. Hein. Moi, après, je veux dire, si tu veux, on peut continuer à parler du plantage des bulbes d'iris en hiver, de la neige, du temps qu'il fait. On peut parler de tout ça, mais bon, on peut aussi se dire qu'on a fini et on donne rendez-vous dans 15 jours. Je pense que ça me semble une bonne idée. Là, tu vois, je vais essayer de faire un truc parce que je me suis un peu merdé dans mes réglages. Ouais, et donc là, je vais vous dire... Quand j'envoie le jingle, tu sais, on parle dessus. Voilà, n'hésitez pas à laisser des messages pour que le docteur Tizak, quand il reviendra de ses vacances à Honolulu, puisse donc vous faire plein de choses, vous fouetter, vous dire que vous avez été méchant, mesquin. Dire du mal, ouais. Mais ça marche, on a eu un très très long commentaire d'un nouveau commentateur qui nous écoute depuis un moment. Juste sur l'émission, sur la splash page précédente, où il avait été odieux encore, ce Tizak. Ben voilà, donc, non mais c'est ça. Mais... Vous aimez ça, c'est bien. Voilà, sur ce, je crois que... Bonne Saint-Valentin à vous, amusez-vous bien. Et on se retrouve dans 15 jours. Ouais, 15 ou 3 semaines, je sais plus. Mais bientôt. Ciao, ciao. Ciao.